Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Fish. Une remarquable approche pour optimiser l'épanouissement au travail et insuffler de l'énergie à votre vie. De Stephen C. London, Harry Paul et John Christensen. Préface de Ken Blanchard. Narration Sarah Duquesnoy. Préface. Vous avez entre les mains un grand classique qui traite de la façon de transformer votre travail en passion. Depuis sa parution en 2000, Fish a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires et traduit en 25 langues, faisant de lui un des livres consacrés au monde des affaires le plus vendu de tous les temps. Ce succès phénoménal ne m'étonne pas. Son histoire captivante et son message inspirant sont aujourd'hui plus pertinents que jamais. L'histoire qui est au cœur de Fish, une directrice qui transforme son milieu de travail sans vie en un lieu dynamique et amusant, trouve son origine dans un documentaire étonnant que John Christensen a produit au sujet d'un marché de poissons de renommée internationale, le Pike Place de Seattle. Chaque jour, les poissonniers séduisent leurs clients grâce à leur extraordinaire prévenance et ils les dérident avec leur bouffonnerie. Leur service à la clientèle de classe mondiale a fait du marché de poissons Pike Place l'un des espaces de vente au détail de 110 mètres carrés les plus prospères en Amérique. Les adultes passent environ 75% de leur vie à effectuer des activités reliées à leurs occupations professionnelles, se préparant à aller travailler, se rendant au travail, travaillant, planifiant leur travail du lendemain et décompressant à la fin de la journée. Si nous consacrons autant de temps à ce volet de notre existence, la moindre des choses serait d'en retirer du plaisir et de ressentir une réelle stimulation. Malheureusement, trop de gens travaillent dans l'unique but de satisfaire des besoins ailleurs et la rengaine du vivement vendredi est encore un mode de vie pour un grand nombre d'entre eux. Cet ouvrage intemporel illustre clairement qu'être présent auprès des gens avec qui nous travaillons, en choisissant de nous amuser et d'illuminer leur journée, apporte le bonheur, un sens à la vie et un sentiment d'accomplissement. La philosophie Fish aide les entreprises, grandes et petites, à développer une culture dans laquelle les gens veulent donner et être le meilleur d'eux-mêmes, tant au travail qu'à la maison. Ce livre ne parle pas du commerce du poisson, c'est une histoire d'amour. Partagez-le avec les gens avec qui vous travaillez. Mettez en pratique les 4 stratégies qu'il propose. Vous serez étonné de ce qui peut arriver lorsqu'on fait appel à la passion, à l'énergie et à l'enthousiasme afin d'apprécier ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait. Ken Blanchard, co-auteur du Nouveau Manager Minute et de Leading at a Higher Level. Introduction. Fish a 20 ans. En effet, le livre Fish, une remarquable approche pour optimiser l'épanouissement au travail tout en y prenant goût, a été publié en l'an 2000. Au cours des 2 dernières décennies, des entreprises et des individus de partout dans le monde se sont inspirés de la philosophie Fish pour résoudre des problèmes en matière de leadership, de culture, de changement, de morale, d'engagement et d'énergie. Au départ, le célèbre marché de poissons de Pike Place était notre meilleur exemple de la philosophie Fish. Nous en avons maintenant des dizaines de milliers dans plus d'une centaine de pays. Et ce n'est qu'un début. Si vous souhaitez en voir la manifestation concrète, tournez-vous vers des entreprises telles que Google, Southwest Airlines et Zappos. Fish a eu un impact extraordinairement positif sur la culture d'un vaste spectre d'entreprises, tant grandes que petites, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, du domaine des soins de santé à celui de l'éducation, du secteur de la technologie à celui de l'hôtellerie. Les adeptes de la philosophie Fish disent « Je n'ai pas à aller travailler, c'est le travail qui m'appelle ». En créant des environnements de travail dans lesquels les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, Fish a permis à des entreprises
de constater une augmentation incommensurable de la productivité, de la créativité et de l'énergie, ce qui se solde par davantage de profitabilité, ainsi que par une plus grande rétention du personnel et une diminution du manque de ponctualité et de l'absentéisme. Si l'on se fie aux mails que nous avons reçus et aux commentaires qui ont été faits lors de conférences et d'ateliers, la philosophie Fish n'est pas seulement à l'origine de nouveaux paliers de succès dans toutes sortes d'entreprises, mais elle a également inspiré les gens à améliorer leurs relations avec leurs conjoints, leurs collègues, leurs parents et leurs enfants. Le succès dépend des choix que nous faisons. Nous pouvons choisir notre attitude, nous pouvons jouer, nous pouvons illuminer la journée des autres et nous pouvons être présents. Fish a rappelé aux gens des choses qu'ils savaient par intuition, mais qu'ils ne mettaient pas en pratique. Le concept, qui est à la base de ce livre, est né il y a plus de 2 décennies avec le célèbre marché aux poissons de Pike Place, qui est devenu depuis une métaphore pour décrire à quoi devrait ressembler une entreprise caractérisée par l'énergie, le plaisir et le succès. Au marché de poissons de Pike Place, nous avons découvert que les employés avaient choisi d'acquérir une réputation mondiale et créer l'un des espaces de vente au détail les plus rentables aux États-Unis. Comment avaient-ils fait ? Eh bien, il s'agissait d'un processus consistant à découvrir et à vivre les comportements et les philosophies que nous avons réunis dans ce livre. Mais une importante question que quiconque peut se poser, en songeant au succès remporté par un groupe de poissonniers d'un marché en plein air de Seattle, est celle-ci. S'ils ont pu créer un environnement de travail performant, plein d'énergie et de gaieté, qu'est-ce qui me retient ? Au fil des ans, les témoignages qui nous ont été livrés à propos de l'impact de la philosophie Fish sur les individus comme sur les organisations nous ont procuré un immense sentiment d'accomplissement. La diversité des expériences est étonnante. Par exemple, nous avons reçu de la rétroaction à propos de l'impact positif de la philosophie Fish sur une plateforme pétrolière de la mer du Nord, sur la façon dont elle a aidé un enseignant à devenir plus efficace et aussi comment le livre a joué un rôle déterminant dans l'évitement d'un divorce. Dans cette édition de Fish, qui souligne le 20e anniversaire de sa parution initiale, nous avons étoffé ce qui était déjà un best-seller, un classique de la littérature consacrée au monde des affaires, avec de nouvelles anecdotes qui démontrent comment cette philosophie a rendu les leaders plus forts. Nous y avons également ajouté un guide de mise en œuvre de la philosophie Fish que n'importe quelle équipe pourra utiliser. Nous espérons que ces nouveaux récits et outils guideront les gens à collaborer plus efficacement pendant les années à venir. L'héritage de Fish vit à travers ses pages, le film et le matériel de formation. Et surtout, il vit à travers vous, nos lecteurs. Grâce à vous, des expressions telles que choisir son attitude, jouer, illuminer leur journée et être présent font maintenant partie du vocabulaire que l'on utilise à l'échelle mondiale pour améliorer le moral des troupes et obtenir des résultats. Merci. Stephen Lundin, Harry Paul et John Christensen, mars 2020. Fish, Seattle, lundi matin. C'était un lundi froid, humide, sombre et morne dans la région de Seattle. Les météorologues de la 4e chaîne prédisaient au mieux une vague éclaircie vers midi. Mary Jane Ramirez regrettait beaucoup le sud de la Californie lors de telles journées. « Quelle aventure !» se dit-elle en songeant aux 3 années passées. Tout avait commencé quand Dan, son mari, avait reçu une proposition en or de micro-rules et elle-même était sûre de trouver un emploi une fois déménagée dans la région de Seattle. En 4 petites semaines, ils avaient donné leur préavis, emballé leurs choses, déménagé et déniché une bonne garderie pour les enfants. Profitant de la reprise immobilière, ils avaient immédiatement trouvé un acheteur pour leur maison de Los Angeles et Mary Jane obtint rapidement un poste de supervision chez First Guaranty Financial, l'une des plus importantes institutions financières de Seattle.
Dan adorait son travail chez Microroule. Quand il rentrait le soir, il débordait d'énergie et racontait d'un air émerveillé les performances de son entreprise. Mais il s'intéressait également aux activités de sa femme et s'enquérait de ses nouveaux collègues et des défis qui l'attendaient dans sa vie professionnelle. N'importe quel observateur vous aurait dit que ces deux-là étaient les meilleurs amis du monde. Chacun illuminait l'autre par sa présence. Ils avaient prévu toutes les éventualités, sauf une. 12 mois après leur installation à Seattle, Dan fut conduit aux urgences après une rupture d'anévrisme, une bizarrerie génétique semble-t-il, et il mourut d'hémorragie interne sans même reprendre connaissance. Ils n'avaient rien vu venir, ils n'eurent pas le temps de se dire au revoir. Ça va faire 2 ans ce mois-ci. On était à Seattle depuis une année à peine. Un flot de souvenirs et d'émotions lui submergea le cœur. Mais elle se ressaisit. Ce n'est pas le moment de m'appesantir sur ma vie personnelle. La journée est loin d'être terminée et j'ai plus de travail qu'il n'en faut. First Warranty Financial. Au cours de ses 3 premières années chez First Guaranty Financial, Mary Jane s'était forgé une solide réputation de cadre dynamique. Elle n'était ni la première arrivée le matin, ni la dernière partie le soir, mais avec elle, aucun dossier ne restait en souffrance. On la savait méthodique et consciencieuse, et les autres services se bousculaient pour traiter avec le sien, qui obtenait les meilleurs résultats. Il savait que le travail serait de qualité et fait à temps. C'était aussi une personne appréciée, respectée pour qui il était agréable de travailler. Elle était toujours à l'écoute des problèmes ou suggestions de ses collaborateurs et fermait les yeux sur leurs absences exceptionnelles. Son naturel affable dissipait les tensions, et tous aimaient la côtoyer. On pouvait compter sur la petite équipe de Mary Jane. Par contraste, le service de gestion du 3e étage s'attirait tous les reproches. Borné, défaitiste, amorphe, zombie, désagréable, retardataire. Et les mots ne manquaient pas pour critiquer ces canards boiteux devenus les souffre-douleurs de toute l'entreprise. Hélas, ces derniers traitaient l'essentiel des transactions de First Guaranty. Chacun redoutait tout contact avec ce service. Les cadres rivalisaient d'anecdotes à propos du dernier fiasco se déroulant au 3e étage. Ceux qui s'aventuraient dans leur bureau disaient qu'il y régnait une telle ambiance de mort que cela aspirait littéralement votre substance vitale. Mary Jane se souvenait du fou rire général qu'avait déclenché l'un de ses collègues en revendiquant le prix Nobel, car il croyait avoir décelé un signe de vie au 3e étage. Puis, quelques semaines plus tard, Mary Jane accepta quelque peu à contre-cœur d'être promue à la tête de ce service. Elle entretenait certaines réserves relativement à cette promotion, même si l'entreprise caressait de grands espoirs à son égard. Elle avait eu d'excellents rapports avec ses collaborateurs qui avaient su la soutenir après la mort de Dan, et elle avait entretenu des liens très étroits avec eux. Ce serait difficile pour elle de laisser des gens qui avaient été aussi présents dans l'épreuve lors d'une période aussi noire de sa vie. Mary Jane était extrêmement consciente de la réputation désastreuse du 3e étage. Mais avec les frais d'hospitalisation de Dan à rembourser, cette augmentation de salaire tombait à point nommé. Alors elle a dit oui, et elle est devenue ainsi la 3e personne affectée à ce poste en 2 ans. Le 3e étage. Pendant les 5 premières semaines, elle tâcha de cerner son nouveau travail et ses nouveaux collègues. Même si elle trouvait plusieurs de ces derniers sympathiques sur le plan humain, elle constatait également à quel point leur réputation était bien méritée. Elle avait vu Bob, un collaborateur de 5 ans d'ancienneté, au 3e étage, laisser le téléphone sonner 7 fois avant de couper délibérément la communication, en débranchant la prise. Elle avait entendu Martha décrire sa façon d'agir avec ceux qui la brusquaient pour accélérer le traitement de leur dossier. Celui-ci se retrouvait accidentellement en attente, en dessous de la pile. Chaque fois que Mary Jane jetait un coup d'œil dans la salle de repos, quelqu'un était assoupi à la table. Tous les matins, ou presque, les téléphones sonnaient dans le vide pendant 10 à 15 minutes, car les gens arrivaient bien après l'horaire réglementaire. Priés de s'expliquer, leurs excuses étaient à la fois nombreuses et contestables.
Ils semblaient fonctionner au ralenti, et leur sobriquet de zombies paraissait amplement mérité. Mary Jane ne savait absolument pas quoi faire, mais elle était convaincue qu'il fallait réagir au plus vite. Le soir précédent, après avoir couché les enfants, Mary Jane relut ce qu'elle avait écrit dans son journal intime. Vendredi était peut-être une journée froide et grise, mais comparé à l'atmosphère du bureau, c'était un jour d'été. Aucune énergie. Parfois, j'ai peine à croire que le 3e étage abrite des êtres vivants. Il faut au moins une grossesse ou un mariage pour que les gens s'animent un peu. Rien ne les excite de ce qui se passe réellement au travail. Je dirige 30 employés dont la plupart accomplissent les mêmes tâches de façon identique depuis des années. Ce sont de braves gens, mais s'ils ont déjà eu une étincelle dans le regard, ils l'ont perdue depuis. Ils sont complètement blasés. Le service s'est peu à peu replié sur un climat dépressif si puissant que les nouveaux venus se font immédiatement happer. Quand je parcours les bureaux à cloison, j'ai l'impression que l'air est dépourvu d'oxygène. J'ai du mal à respirer. La semaine dernière, j'ai découvert que 4 personnes refusaient d'utiliser le système informatique en place depuis 2 ans. Elles préfèrent, disent-elles, l'ancienne manière. Je me demande combien de surprises on me réserve encore. J'imagine que ce phénomène est lié à la nature du travail, des opérations répétitives et dépourvues d'intérêt. Mais je refuse d'y voir une fatalité. Je dois trouver un moyen de leur montrer combien notre rôle est vital pour l'entreprise. Notre travail permet à d'autres de servir les clients de l'entreprise. Mais il se trouve que nous œuvrons dans l'ombre, en exécutant anonyme, et je suis sûre que personne ne prêterait attention à notre travail s'il n'était pas aussi exécrable, et croyez-moi, il l'est. Personne ne travaille dans ce service par amour du métier. Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes d'argent au 3e étage. Plusieurs femmes et un homme sont également monoparentaux. Jack vient de recueillir son vieux père malade. Bonnie et son mari élèvent maintenant eux-mêmes leurs 2 petits-enfants. Notre présence ici au travail s'explique en 3 mots: salaire, sécurité, avantage. Mary Jane réfléchit à cette dernière phrase qu'elle avait écrite dans son journal. Le service des opérations courantes avait toujours été le lieu idéal pour finir sa carrière. La paie était honnête et la sécurité de l'emploi optimale. Tout en regardant les rangées de bureaux à cloison à l'extérieur de son propre bureau, elle formula certaines questions. Mes employés ont-ils conscience que cette sacro-sainte sécurité qu'ils chérissent n'est peut-être qu'une illusion ? Se demanda-t-elle en son fort intérieur. Se rendent-ils compte à quel point les forces du marché sont en train de réaliser de profonds changements au sein de notre industrie ? Comprennent-ils que nous devons tous nous adapter si nous voulons que notre entreprise reste compétitive dans un marché de services financiers qui se regroupe rapidement ? Ont-ils songé que si nous ne changeons pas, nous finirons tous au chômage ? Elle connaissait déjà les réponses. Non, 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 non. Ses collaborateurs étaient gauches et coincés dans leurs habitudes. Ils stagnaient là, ignorés du reste de l'entreprise depuis trop longtemps. Ils priaient pour que la retraite sonne avant l'heure des grands changements. Mais elle-même, Mary Jane, pensait-elle vraiment autrement ? La sonnerie du téléphone la ramena à la réalité. Ensuite, elle passa 1 heure à parer au plus pressé. Elle apprit d'abord que le dossier d'un client important avait disparu dans les méandres du 3e étage. Une collègue d'un autre service vint ensuite faire une scène désagréable, alléguant qu'on la mettrait sans cesse en attente. Du moins, il y avait un peu d'énergie dans l'air. Puis, on avait raccroché au nez 3 fois de suite à un cadre du service juridique. Enfin, une collaboratrice censée remettre dans la journée un rapport de la plus haute importance était en congé de maladie, comme bon nombre de salariés. Après avoir éteint le dernier feu de la matinée, Mary Jane prit son casse-croûte et se dirigea tout droit vers la sortie. Le dépotoir d'énergie toxique. Mary Jane avait pris l'habitude de déjeuner à l'extérieur au cours des 5 dernières semaines. Depuis sa promotion, elle ne supportait plus d'entendre ses copines de cafétéria ridiculiser à longueur de repas les empotés du 3e étage. Écouter leurs éternelles complaintes la déprimait. Elle avait besoin de respirer un peu d'air pur. En général, elle descendait la colline jusqu'au bord de l'eau. Là, elle pouvait avaler son sandwich les yeux plongés dans l'eau
ou observer les touristes fourmillant autour des petites boutiques. C'était un cadre tranquille, et le Fjordpuget Sound la mettait en contact avec la nature. Elle était à peine sortie de son bureau qu'elle entendit retentir son téléphone. « C'est peut-être la garderie ?» se dit-elle. Stacy était enrhumée ce matin. Elle rebroussa chemin à toute vitesse et décrocha à la 4e sonnerie. « Mary Jane Ramirez à l'appareil » souffla-t-elle. « Bonjour, c'est Bill. » Qu'est-ce qu'il veut encore ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.